Bienvenue à tous. C'est un très grand plaisir d'avoir avec nous le docteur Samuels, directeur international des communications internationales du Centre Wiesenthal. Je dois dire qu'en effet, nos activités en français sont bien développées. Je suis très heureux que vous êtes tous ici. Je dois de nouveau vous prier dans l'avenir de vous enregistrer par email parce que c'est très difficile pour nous, ou par fax, très difficile pour nous de savoir combien de chaises mettre. Et aujourd'hui, de nouveau, nous avons plus de gens que des gens qui sont inscrits et je ne suis même pas sûr que ce sont les mêmes. Donc, entre-temps, depuis notre dernière conférence, les événements en Europe et surtout en France se développent toujours dans les deux sens. D'un côté, l'aspect double face de la France se renforce toujours. La France a condamné les actions israéliennes contre le Cheikh Yassine, contre Rantisi, a voté contre Israël dans le Conseil de sécurité. Et autre chose négative, la désécration de du cimetière en Alsace, cette nuit des croix gammées sur une synagogue dans le nord de la France. De l'autre côté, France a donné la Légion d'honneur à Israël Zinger du Congrès juif mondial cette semaine, qui peut être un des plus féroces critiques de la France dans la communauté juive mondiale. Il y a l'attaque de Sarkozy sur son prédécesseur socialiste, sur le fait que les socialistes n'ont rien fait contre l'antisémitisme et le débat qui est suivi en France. Avant de donner la parole au docteur Samuels, je voudrais attirer votre attention sur un nouveau livre que le professeur Shmuel Trigano et moi-même sortons dans les semaines qui viennent, Les habits neufs de l'antisémitisme en Europe. Si ceci vous intéresse, nous aimerions savoir s'il y a un intérêt en Israël pour ce livre. Alors nous parlerons avec vice-versa qu'ils le mettent en vente, mais dites à Elisabeth dans une autre langue que le français. Si ceci vous intéresse, comme ça, nous savons s'il y a un intérêt quelconque pour ce livre. Vous avez ici, sur la feuille que nous avons distribuée, une description de ce livre. Je suis extrêmement heureux d'avoir avec nous le docteur Samuels. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, quelqu'un extrêmement courageux. C'est la deuxième fois qu'il apparaît ici. Une fois, il était ici dans nos conférences en anglais. Je l'ai entendu sur ce qui s'est passé à Bombay, où, disons, nos ennemis de gauche, d'extrême gauche, s'organisent dans ces sommets, comment attaquer Israël. J'ai cru que c'était extrêmement intéressant pour nous de comprendre comment ça marche, de quelle manière ils s'organisent, quels sont leurs modes d'attaque. Et je crois qu'il n'y a pas personne au monde qui mieux connaît ceci que le docteur Samuels, qui a participé à beaucoup de conférences internationales de l'ONU, d'autres, et une bonne partie où il se fait insulter par les Arabes et leurs associés. Vraiment, je suis très très heureux que vous avez trouvé le temps de nous parler. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter le Centre et Dr. Gerstenfeld d'avoir ajouté cette dimension francophone. Je crois que c'est très important. Je vois ici quelques amis du passé et j'espère faire de nouveaux amis parmi vous.
Bon, je parlerai pas tellement de la France, parce que, comme toute politique, comme a dit le grand politologue Einstein, est relatif, c'est multidimensionnel. Je parlerai un peu du forêt, avant de regarder aux arbres. D'abord, j'arrive maintenant de Varsovie, du Forum économique mondial, et qui a organisé une réunion pour les représentants et les entreprises des nouveaux 10 pays de l'Union européenne, en considérant qu'il fallait confronter les défis de ce qu'on appelait l'Europe ancienne, l'ancienne Europe de l'Ouest, c'est un peu bizarre, mais et parmi ces défis, on a identifié l'antisémitisme et l'islamophobie. Et on a invité le cheikh Nassif, qui est le président du Congrès musulman mondial de l'Arabie saoudite, et moi-même, et lui pour parler de l'islamophobie, moi de l'antisémitisme. Et en commençant la séance, j'ai dit que j'aurais préféré, j'invite mon collègue, le cheikh, de parler de l'antisémitisme, et moi je parlerai de l'islamophobie. Comme ça, on pourrait ajouter quelque chose à l'intelligence, à la sagesse du débat. Mais il a farouchement rejeté l'idée, qui m'a donné une bonne posture de départ. Mais avant Varsovie, j'ai fait une escale à Vienne pour voir notre mentor, Simon Wiesenthal, qui est fait maintenant 95 ans, et qui est toujours dans ses affaires. Et il m'a dit que son but, en empruntant son nom, il y a 27 ans à notre centre, n'était pas avoir un musée statique, mais avoir un organisme actif, proactif, universel, contemporain, pour tirer les leçons de cette période de l'Holocauste, adaptant ces leçons aux préjugés et discriminations quotidiennes d'aujourd'hui. Et en prenant comme principe le fait que ce qui commence avec les Juifs est une mesure paramétrique pour la santé de l'ambiance, de l'environnement. Et je crois qu'on peut prouver ça. Et aussi, je voudrais penser un peu de quelques années du passé. C'est-à-dire, pendant la décennie des 90, peut-être à cause des illusions de Oslo, on pouvait remarquer une baisse en incidents antisémites. L'antisémitisme restait toujours en Europe, mais les incidents ont baissé. Et je prendrais le principe talmudique de im ein ani li mili comme une forme d'autodéfense juive internalisée, et lorsque l'antisémitisme est dormant, peut-être on prend l'autre principe, c'est-à-dire que nous avons le luxe de faire ce que Wiesenthal a suggéré, c'est-à-dire adapter les leçons de notre propre expérience, et nous avons fait exactement ça dans les autres exemples de génocide en ex-Yougoslavie ou en Rwanda, etc. Et je crois que c'est un luxe, parce que nous avons pensé que pendant cette époque, et spécialement le millénaire de 2000, que tout était en progrès, unilinéaire, que en général, la prospérité, la tranquillité, le processus de la paix, que nous étions enfin, pour les Juifs, plus Am Levadad Yishkon, mais que nous pouvions penser de la normalisation, hors le goïm, une lumière parmi les nations, un accueil dans la famille des nations. Et je crois que
le fait qu'il n'y avait plus de juifs d'oppression, il y avait toute la liberté de décider notre destin, notre destination, était clair. Mais 2000 a changé beaucoup aussi. À partir de 2000 et l'intifada, et après le 11 de septembre en 2001, et Durban, qui est le commencement de notre itinéraire antisémite des ONG au niveau international, global, et le fait que toutes ces illusions sont écrasées. Et peut-être quelques mots comme parcours de Durban. Et je présente ici mon collègue, notre représentant du Centre Simon Wiesenthal à Buenos Aires pour l'Amérique latine, qui m'a accompagné dans cet itinéraire. Et le fait que le Centre Wiesenthal était la seule organisation juive qui était élue au conseil central de forum des ONG pour le processus de Durban, nous a donné la possibilité de suivre cette affaire dans les commissions préparatives. À partir de Genève et Strasbourg, Santiago, même à Varsovie, des réunions des experts, où on a annoncé que la dernière de ces réunions aura lieu à Téhéran. Et j'étais en compagnie de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, et en approchant l'ambassadeur d'Iran, et j'ai dit, je suis très heureux que dans un an, je serai dans votre pays. J'étais la dernière fois en 1972. Il m'a dit, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que vous, les organisations juives, judéo-sionistes, ne seront jamais accueillis. Et avec l'ambassadeur sud-africain, qui était mon témoin, nous avons approché Madame Mary Robinson, qui était l'autre commissaire et la responsable de tout ce processus. Et j'ai dit, Madame, ça ne s'arrête pas avec les Juifs. C'est une affaire qui atteindra sûrement les Bahaïs, probablement les organisations des femmes. Et il faut changer l'endroit de cette réunion. Elle a dit non, il faut donner la possibilité de montrer une certaine flexibilité, un dialogue créatif, comme on dit, et une petite digression. Le mois de février, nous avons découvert que le fonds Friedrich Ebert du parti gouvernemental en Allemagne a financé une réunion à Beyrouth avec le fondateur de Hezbollah et le conseiller juridique de Hamas. Et lorsque nous avons fait une plainte, la réponse officielle écrite était que nous sommes en train de lancer un dialogue créatif avec les éléments même les plus radicaux. Et à Berlin, la semaine dernière, à la réunion de OSCE sur l'antisémitisme, j'ai adressé un rassemblement de protestations, manifestations, et j'ai commencé, les Allemands n'ont pas de sens d'humour, ils n'ont pas compris auparavant, mais j'ai dit que vous savez que M. Le Pen a visité Angleterre pour voir son homologue de British National Party, et prochainement il y aura un congrès international de M. Le Pen avec M. Vladimir Jirinovsky et avec David Duke et tous les clones de Hitler, mais financé, organisé par le fonds Konrad Adenauer. Et il y avait une tollée, la presse était là, et j'ai dit oui, et son argument, c'est qu'il voudrait encourager un dialogue créatif sur le problème de l'immigration en Europe avec les plus intéressés. Non, 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 c'est pas possible, un tollé. Et j'ai dit oui, exactement. Mais ça, c'est un mensonge. Mais que Friedrich Ebert le fasse avec Hezbollah, Hamas, c'est même contre les contraventions des provisions de l'Union européenne, parce que ces organisations sont interdites. Bon, revenons au processus. Le fait que Mme Robinson a dit non, non, il faut aller à Téhéran, et je vous assure que vous aurez votre visa. Enfin, je n'ai pas reçu le visa. Les Bahaïs n'ont pas reçu le visa.
Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que à Téhéran, tout notre travail depuis 2 ans sur la négation de la Shoah, sur l'enseignement de la Shoah, sur la haine à l'Internet, tous ces problèmes sont disparus. Parce que ça a été Téhéran qui a régné. Et en arrivant à Durban, on a trouvé qu'il y avait le vol sémantique. Et comme j'ai dit la dernière fois, ici, c'est le jeu de Haggadah. Le jeu de Haggadah, c'est que 3, Shalosh Miyoder, Shloshah Miyoder, les 3 holocaustes. L'holocauste de l'esclavage médiéval, le deuxième c'est l'esclavage vers les États-Unis, et le troisième holocauste, c'est le Nakba israélienne contre les Palestiniens, déjudaïsés. Ou l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Le professeur Hadi Adham de Téhéran, il a expliqué. Jusqu'à 1945, l'antisémitisme a été contre les juifs. Oui. Les images de juifs bolcheviques, les juifs banquiers, mais depuis la victoire du sionisme en 1948, le nez crochu du juif est remplacé par le nez crochu de l'autre sémite, l'arabe. C'est-à-dire que c'est l'image du cheikh pétrolier, c'est l'image de l'intégriste terroriste. Ça sont les nouveaux préjugés, et en parlant comme ça, l'antisémitisme, c'est l'arabophobie, et le sionisme, c'est l'antisémitisme. Bon, en partant de Durban, où il y avait la victoire d'un groupe des stalinistes pas reconstruits, qui ont guidé le tout, après Durban, j'étais toujours membre de ce comité, mais même s'ils m'ont expulsé, et à la réunion à Genève, ils avaient un document. Le document, c'était un document distillé, pris des points principaux de la déclaration Plan d'Action, plan de 8 points. 5 ans, 2001, 2006. Pour faire comprendre le monde que le dernier bastion de l'apartheid, c'est l'État d'Israël. Et comme l'apparatus qui existait pour lutter contre l'apartheid pendant les années 60, 70, 80, doit se reconstituer contre Israël à partir, premièrement, les programmes éducatifs, à travers les églises, l'Internet, les universités, les agences des Nations Unies. Deuxième point, même lutte contre les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, c'est-à-dire des officiers israéliens en vacances dans les pays où il y avait une juridiction universelle, comme la Belgique. Troisième point, ça a été l'annulation de la loi de retour pour les Juifs. Quatrième point, une campagne internationale pour remplacer ça avec la loi de retour de tout Palestinien. Cinquième, ça a été le relancement du boycott à partir de Damas, et nous voyons ça. Sixième, c'est des embargos culturels, sportifs, télécommunications, scientifiques, académiques, you name it. Et comme ça, nous voyons maintenant toutes les semaines des campagnes dans cet esprit. Et ça continue avec une campagne pour la rupture des relations diplomatiques avec Israël, des pénalités pour les États qui refusent, etc. Madame Robinson n'a pas pu accepter ce plan. Elle a rejeté le plan. Mais le plan existait, comme on dit à l'UNESCO, dans l'esprit des hommes. Et Sergio et moi-même, nous, l'année prochaine, nous suivons cette péripétie, et un an plus tard, à Johannesburg, il y avait le sommet mondial du développement soutenable. Pour préparer, nous avons écrit à 180 ONG écologiques, en disant que vous avez un ordre de jour. L'ordre de jour, c'est clair. La santé, l'agriculture, de l'eau, la biodiversité, etc. Laissez-vous pas être piégés, séquestrés par des groupes avec un ordre du jour qui est tout à fait politique. Parce que vous avez des plaintes, des réclamations légitimes.
Nous avons reçu de des douzaines, disons, jusqu'à 30 réponses, de Burundi jusqu'à Hongrie, Brésil, jusqu'au Népal, même la Croix verte de Mikhail Gorbatchev, en disant que nous sommes avec vous. C'était utile. Maintenant, le fait que à Johannesburg, il y avait la présence de Keren Kayemet, montrant leur victoire dans le dessert. On ne pouvait pas nier ça. Mais il y avait le même sous-texte de Durban dans le processus. Et je ne rentrerai maintenant pas dans les détails, mais si vous avez des questions. Mais il manquait quelque chose pour les gens qui ont perdu l'Union soviétique, qui ont perdu leur raison d'être idéologique, qui ont cherché une nouvelle cause. Et nous arrivons, à partir de Johannesburg, un an après, à un animal que nous considérons une bête très dangereuse. Cette bête s'appelle le Forum social mondial. Le Forum social mondial était créé comme le point de rencontre des mouvements en anglais anti-globalization, en français altermondialisation. Altermondialisation, je crois que c'est plutôt plus légitime. Pourquoi? Il y a des arguments anti-globalistes qui sont légitimes. Nous sommes les témoins des mouvements des femmes trafiquées, des enfants esclaves, des victimes de VIH, SIDA, les mouvements qui sont les plus opprimés, qui arrivent avec beaucoup d'espoir à ce carnaval, en espérant d'avoir une certaine justice. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils s'expriment dans le vide. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui ce que j'appellerais les travestis politiques. Les travestis politiques sont, par exemple, vous connaissez sûrement Madame le trotskiste Arlette, exactement. Et Arlette danse et marche et se promène dans les manifs à côté de pyromanes anti-McDonald's et José Bové, les représentants de Hezbollah en hurlant Allahu Akbar, elle est athéiste, athée, et Yitbach al-Youm. C'est très trotskiste, Allah. Exactement. Mais dans cet esprit, on cherche les dominateurs en commun les plus bas. C'est le football, c'est la musique et c'est la Palestine. Il y a tout un manginon, un apparatus. Parce qu'il n'y a pas que le Forum social mondial, il y a des organisations régionales. Le Forum européen, le Forum social européen, la dernière réunion avait lieu à Saint-Denis, à Paris, où M. Tariq Ramadan était la vedette, en se prononçant de la résistance islamique et sa péroration était en effet en contre des intellectuels juifs de France. Et la prochaine réunion aura lieu à Londres de ce forum, mais il y a un forum social palestinien qui amène à Ramallah des représentants de tous ces forums et pour se préparer quelques semaines avant le forum social mondial qui a lieu normalement à Porto Alegre. Nous étions à Porto Alegre et là, et nous pouvons vous montrer les photos, et j'étais choqué parce que il y avait des banderoles disant Nancy, Yankee, Juif, plus de peuple élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si beaucoup des penseurs, des architectes de Forum social mondial sont juifs, il y en a beaucoup. Il y a une haine de soi-même parmi eux. Il y a aussi certains besoins de chercher dans l'esprit des protocoles de Sage de Sion une théorie de conspiration qui amène ensemble
dire opportunistiquement. Les deux grands parias, les États-Unis et le peuple juif, comme les deux vampires qui sucent le sang du monde, et en montrant que, en effet, cette conspiration est unilinéaire. Si le mouvement altermondialiste est, par essence, anti-américain, les Américains sont contrôlés et leur capitalisme est défini par les Juifs sionistes la main cachée qui dirigent tout, qui n'est pas nouveau, mais où se trouve ce centre de pouvoir? À Tel Aviv, Mossad, etc. Nous connaissons tous. Maintenant, en effet, ce n'est pas la première fois que nous expérimentons ça. En Europe de l'Est, avant la chute du mur de Berlin, ça a été la politique d'État, ces arguments. Après la chute du mur de Berlin, c'était un élément privatisé. C'est une partie des nouvelles expressions du nationalisme de tous ces pays qui maintenant nous rejoignent en Europe. Mais quand même, je dirais que cet esprit des protocoles, cette foi, les ont convaincus de puissance.